Bien sûr, nous comprenons tous que le catch est un sport sauvage et risqué, mais une chose est claire, ce n'est pas un sport qui met fin à la vie. Pourtant, il y a eu des cas assez rares où des catcheurs de la WWE ont fini par faire des victimes dans la vie réelle, à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Ce n'est pas un scénario habituel, mais restez avec nous dans cette vidéo pour discuter des catcheurs de la WWE qui ont tué dans la vraie vie. Vous avez probablement entendu parler de Jimmy Superfly Snuka, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est son histoire avec le meurtre. À l'époque, Snuka était bien connu des fans quand le catch était encore une affaire sérieuse. C'était quelques années avant qu'il ne devienne un divertissement sportif. Vous savez, ce qui est encore plus cool? Snuka a inspiré Mick Foley à devenir catcheur. Mais si la vie de Jimmy Snuka semblait glamour, les coulisses étaient plutôt sombres. Snuka a lutté contre la toxicomanie, en particulier la cocaïne. Il était également difficile à côtoyer, probablement à cause de sa force. Il a donc commencé à voyager avec une femme nommée Nancy Argentino, qu'il aurait fréquentée. Fait amusant, Snuka était en fait marié à une autre femme pendant qu'il sortait avec Nancy. Ils se sont rencontrés lors d'un événement de catch et ont commencé à voyager ensemble de ville en ville pendant que Snuka cachait. Mais ce n'était pas que du plaisir et des voyages. En cours de route, des rumeurs de violence conjugale ont circulé. Ces inquiétudes se sont confirmées en janvier 1983, lorsqu'un incident s'est produit dans un hôtel où il séjournait. Environ 4 mois plus tard, en mai 1983, Nancy Argentino est décédée après un événement à Allentown. Apparemment, elle s'était cogné la tête, mais beaucoup de gens n'y croyaient pas. La police a enquêté, mais aucune charge n'a été retenue contre Snuka. C'est là que les choses se gâtent. La famille de Nancy intente un procès contre Snuka et obtient un règlement de 500 000 $. Mais Snuka n'a jamais déboursé l'argent et l'affaire criminelle a été classée sans suite. Après cela, Snuka est retourné sur le ring. 30 ans plus tard, le journal The Morning Call a dépoussiéré l'affaire et a commencé à creuser. Des documents sont apparus et tous les doigts pointent vers Snuka. Le grand jury a été saisi et Snuka a été inculpé de meurtre au 3e degré et d'homicide involontaire. Snuka a été arrêté en 2015 et déclaré inapte à subir son procès. Des problèmes de compétences, des problèmes de santé, un diagnostic de cancer de l'estomac et de démence ont suivi. Mais voilà, les procureurs ont pu présenter des preuves que Snuka catchait l'année même où il prétendait avoir des problèmes de santé, suggérant ainsi qu'il pouvait peut-être faire semblant. La défense a pu rétorquer que Snuka n'était plus qu'une coquille vide. En juin 2016, le juge a déclaré Snuka inapte à subir son procès. Son avocat a lâché la bombe en disant qu'il lui restait 6 mois à vivre en raison d'une maladie en phase terminale. Toutes les accusations ont été rejetées. Snuka, le Superfly, est décédé en 2017. Quant à la WWE, elle a rapidement retiré Snuka de la section Hall of Fame de son site web et son profil a également disparu dans la nature. Le catcheur suivant n'avait peut-être pas de mauvaises intentions, mais ses coups ne lui ont pas vraiment valu un prix de l'esprit sportif. Scott Hall, membre du Hall of Fame de la WWE, est l'une des figures les plus sombres de l'industrie, non seulement en raison de ses prouesses de catcheur, mais aussi de son sombre passé. Scott Hall a fait son entrée dans l'industrie du catch en mai 1992 sous le nom de Razor Ramon au sein de la WWF. Il est devenu célèbre, remportant 4 fois le championnat intercontinental et se taillant une place de choix en tant que bad guy. Mais en mai 1996, Hall fait cet adieu à la WWF et s'embarque pour la rivale WCW. Là, il fait équipe avec des poids lourds du catch comme Hulk Hogan et Kevin Nash pour former la fameuse faction du New World Order. Pendant son séjour à la WCW, Hall a ajouté de nombreux titres à sa collection, dont le United States Heavyweight Championship à 2 reprises, le World Television Championship une fois et 7 World Tag Team Championships. Cependant, en février 2000, il fait cet adieu à la WCW, avant de revenir à la WWF en 2002 pour une brève période. Son parcours de catcheur ne s'est pas arrêté là.
Hall s'est frayé un chemin dans diverses promotions telles que l'Extreme Championship Wrestling, la New Japan Pro Wrestling et la TNA. À la TNA, il a même remporté le championnat mondial par équipe aux côtés de Kevin Nash et d'Eric Young. Mais attention, les escapades de son bad guy n'ont atteint leur maximum qu'en juin 2016, lorsqu'il a affronté son dernier adversaire sur le ring. Bien qu'il n'ait pas remporté de championnat du monde dans une promotion majeure, l'héritage de Hall a laissé une trace. Cependant, Hall n'a cessé de lutter contre l'alcoolisme et la toxicomanie tout au long de sa carrière et plus tard dans sa vie. Malgré cela, il a obtenu une place au Hall of Fame de la WWE en 2014 en tant que concurrent individuel et, comme il se doit, en tant que membre de l'emblématique NWO en 2020. Revenons à l'époque où Scott Hall n'était pas seulement un catcheur, mais aussi un barman dans un établissement au nom plutôt interétatique, The Original Dollhouse à Orlando, en Floride. Le 15 janvier 1983, Hall s'est disputé avec un client au sujet d'une femme, et ce fut dramatique. Le client s'est mis en colère et a décidé de déchaîner sa fureur sur la voiture de Hall. Au milieu du chaos, le client sort une arme, mais Hall parvient à le désarmer. Le problème, c'est la façon dont il l'a fait. Scott Hall ne s'est pas contenté de récupérer l'arme du client, il a tiré et tué l'homme. Même si Scott Hall n'avait pas l'intention de tuer l'homme, il s'est retrouvé accusé de meurtre au second degré pour avoir pris une vie dans le feu de l'action. Il n'est cependant pas allé en prison. Il n'y avait pas assez de preuves pour le condamner, et comme il s'agissait de légitime défense, il a pu vivre en homme libre. Toutefois, Scott ne se considérait pas vraiment comme libre, car il était constamment hanté par le fait qu'il avait ôté la vie à quelqu'un. Beaucoup de gens ne se souviennent peut-être pas de ce prochain catcheur, mais il était l'un des catcheurs les plus terrifiants de l'industrie à l'époque où il catchait dans tous les États-Unis. Le coup de grâce d'Ox Baker n'a pas tué un mais deux hommes sur le ring. Son look terrifiant n'était même pas dû à ses prouesses de catcheur ou à quoi que ce soit d'autre. Il était vraiment effrayant. Pour la petite histoire, il avait le crâne rasé, une méchante moustache et des sourcils plutôt douteux. Comme si cela ne suffisait pas, Ox Baker avait un mouvement caractéristique qui pouvait faire pleurer un homme adulte. Le coup de poing qui fait mal. Vous pouvez sans doute deviner à quel point ce coup devait être mortel, mais avant cela, faisons connaissance avec le terrifiant Ox Baker. Au début des années 1960, Baker débarque à Kansas City et se fait payer 300 $ pour sa première soirée de catch, et c'est ainsi qu'est née la menace Ox Baker. En plus de ressembler à quelque chose sorti d'un film d'horreur pour enfants, Baker était en fait assez grand. Avec 1,90 m et un poids total de 150 kg, le nom de bœuf est tout à fait logique. Ce type n'était pas un voisin sympathique comme les autres. En fait, il a commencé par être un gentil porteur de lunettes. Mais si l'on avance un peu, Baker n'est plus un gentil. Il est devenu un méchant à part entière, avec un crâne rasé, une moustache noire touffue et des sourcils bizarres. Et son coup de grâce, le coup de poing blessé. Même si Baker a popularisé le coup de poing blessé, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Cet honneur revient à Stan Stasiak, qui l'a appelé le Heart Punch. Après une petite dispute avec Stasiak, Baker l'a rebaptisé coup de poing blessé. C'est accrocheur, non? En 1967, Ox rejoint la World Wide Wrestling Federation sous le nom de The Friendly Arkansas Ox, mais il ne s'y installe pas trop longtemps. Il emmène son spectacle sur la route, catchant dans toute l'Amérique du Nord. Stampede Wrestling, American Wrestling Association, tout ce que vous voulez, il y a probablement donné un coup de poing. En 1980, il fait un bref passage à la WWF. En ce qui concerne les victoires, Baker a une liste assez longue. Il a battu Cowboy Bob Ellis pour la ceinture de la World Wrestling Association. Oh, et il ne s'est pas arrêté là, il a remporté le titre mondial de la WWC en battant Carlos Colon à Porto Rico. Et en équipe, il en a fait de même. Hall Anderson, Skandor Akbar et Big John Studd Ox ont fait équipe avec lui pour remporter des championnats à la NWA et à la NWF. Mais comme la plupart des légendes du catch, Ox a eu sa part de querelle. Il a eu une rivalité assez intéressante avec Randy Macho Man Savage. Plus tard,
Baker s'est également battu avec Rip Rogers à la Central States Wrestling. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes et un peu sombres. Le 13 juin 1971, Ox et son partenaire, The Claw, catchaient dans un match de championnat par équipe de l'AWA Midwest Tag Team Championship contre Alberto Torres et son partenaire, Cowboy Bob Ellis, à Verdigre, Nebraska. Torres a été blessé et 3 jours plus tard, il n'était plus là. La mort de Torres n'est pas une coïncidence. Bien que les preuves aient montré que Torres était mort d'une rupture de l'appendice, le hard punch de Baker semblait l'avoir aggravé. Torres s'est effondré pendant le match et est mort quelques jours plus tard. Ce n'est pas la seule personne à être décédée à la suite d'un coup de poing au cœur. Le 1er août 1972, Baker perdit contre Ray Gunkel à Savannah, en Géorgie. Après le match, Gunkel mourut dans les vestiaires. Sa mort fut causée par un caillot de sang qui s'était détaché d'un hématome causé par Baker, ce qui entraîna une crise cardiaque. Étonnamment, ces 2 décès ne mettent pas fin à la carrière de Baker. En effet, en 1989, Ox ouvre l'Ox Baker's Wrestling School. Il était un mentor sur le ring et il a enseigné à des gens comme Mark Calloway, l'Undertaker et Brian Clark. Mais Ox n'avait pas fini de faire des vagues. En 2004, Baker a fait irruption dans le Ring of Honor et a affronté Dusty Rhodes. En 2007, lors du spectacle Cage of Death 9 de la CZW, Ox s'est présenté en tant qu'invité de Cult of Death. Ox s'est présenté en tant qu'invité de Cult Fiction dans un segment d'interview. Surprise, surprise, l'homme savait comment garder la foule en haleine. En 2013, Ox est remonté sur le ring et a remporté le championnat CCW dans une bataille royale à 13. Ensuite, nous avons Verne Gagne. Ce mec n'a tué personne sur le ring, mais il a certainement utilisé ses compétences de catcheur pour prendre une vie. À l'époque des premiers territoires de catch, Verne Gagne était l'un des plus grands noms de l'industrie. Il était également le propriétaire de la défunte American Wrestling Association. Pendant plus de 40 ans, Verne Gagne a été un catcheur et un promoteur légendaire dans le Minnesota et a joué un rôle déterminant dans l'expansion du divertissement sportif au début des années 1980. Gagne a légitimement pris sa place parmi les autres grands noms du sport-spectacle lorsqu'il a été intronisé au Hall of Fame de la WWE en 2006. Gagne a grandi à Robbinsdale, où il a pratiqué 3 sports. Bien qu'il ait également joué au baseball et au football, c'est le catch qui l'attirait le plus. Il a remporté plusieurs championnats d'État. Il est ensuite entré à l'université du Minnesota, où il a continué à jouer au football et à catcher. Il a même fait un détour pour s'engager dans les Marines à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que, eh bien, pourquoi pas? Mais il est revenu pour terminer sa carrière universitaire quelques années plus tard. À la fin de sa carrière d'amateur, Verne avait un CV à faire pâlir d'envie n'importe quel catcheur. 4 championnats de catch de la Big Ten, 2 championnats de catch de la NCAA et le championnat de catch de l'AAU de 1949, il avait pratiquement plus de championnats que la plupart des gens n'ont de chaussettes. N'oublions pas son passage dans l'équipe olympique américaine de 1948. Après avoir joué brièvement pour les Green Bay Packers de la NFL, Verne se tourne vers le catch professionnel à l'instigation du promoteur Tony Stecher. En 1950, Verne fait ses débuts dans le Minnesota. Verne remporte plusieurs championnats régionaux à droite et à gauche dans les années 1950. En août de la même année, il reçoit son premier championnat de l'AWFA, lorsque le premier champion reconnu, Pat O'Connor, alors champion de la NWA, se dégonfle et refuse de défendre le titre contre lui. Verne n'était pas seulement un champion. Il a été 11 fois champion du monde de catch, détenant 10 fois le championnat du monde des poids lourds de l'AWA et une fois le championnat du monde des poids lourds de l'IWA. Le titre de l'IWA était très important au Japon. Ce type ne se contentait pas de gagner des titres, il les collectionnait comme s'il s'agissait de cartes à collectionner. En parlant de records, Verne détient le titre du plus long règne combiné en tant que champion du monde en Amérique du Nord. Seuls Bruno Sammartino et Lou Thesz lui ont tenu compagnie dans ce club d'élite. Gagne a pu traverser sa carrière de catcheur sans encombre, mais cela a changé même après sa retraite. En 2009,
Gagne s'est battu avec son voisin de maison de retraite, Helmut Gutmann. Il a projeté ce dernier sur le sol, puis lui a cassé la hanche en tirant sur son corps. Gutmann a été admis à l'hôpital et est décédé le mois suivant des suites de complications liées à la blessure. La mort est officiellement considérée comme un homicide, mais en raison de la démence de Gagne, il n'est pas inculpé au pénal. Gagne a échappé à la loi grâce à sa démence, mais ce prochain catcheur pourrait bien les déjouer depuis l'au-delà. Chris Benoit était un maître de catch technique et il fut un temps où il faisait partie des meilleurs de l'industrie du catch. Il aurait pu facilement faire partie du top 10, voire du top 5 des plus grands de l'histoire du catch professionnel. Né le 21 mai 1967 au Canada, Christopher Michael Benoit a mené une carrière d'environ 22 ans au sein de diverses promotions, notamment la World Wrestling Federation World Wrestling Entertainment, la World Championship Wrestling, l'Extreme Championship Wrestling, la New Japan Pro Wrestling et la Stampede Wrestling. Benoit n'était pas seulement un athlète talentueux, c'était aussi une véritable star, un futur membre du Hall of Fame et un vétéran respecté. Ses compétences lui ont valu une place dans le Stampede Wrestling Hall of Fame en 1995 et dans le Wrestling Observer Newsletter Hall of Fame en 2003. C'est ce qui a rendu d'autant plus difficile la chute soudaine de la grâce avec le choquant meurtre-suicide. En y repensant aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'histoires bizarres et d'événements étranges à son sujet. Avant que Benoit ne disparaisse, il était prévu qu'il participe à un match de la WWE dans le cadre d'un pay-per-view. Cependant, avant le match, il s'est suicidé. C'est déjà assez grave, mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'avant de se suicider, il a assassiné sa femme, Nancy, et leur fils, Daniel. Malgré les nombreuses théories de conspiration qui circulent, les principales preuves indiquent que Benoit est à l'origine de cet événement tragique. Pendant 3 jours, Benoit a tragiquement tué sa femme et son fils avant de s'enlever la vie. Sa femme a été ligotée et son fils drogué au Xanax avant d'être étranglé. Benoit s'est ensuite pendu à son appareil de traction latérale. Après l'incident, la WWE a annulé l'émission Raw prévue le 25 juin et l'a remplacée par un hommage de 3 heures à Benoit, montrant ses matchs, des segments du DVD Hard Knocks, The Chris Benoit Story, ainsi que des commentaires de catcheurs et d'annonceurs. Avant le meurtre-suicide, Benoit avait reçu des médicaments illégaux, notamment des stéroïdes anabolisants et un médicament contre le cancer du sein qui n'était pas conforme au programme de bien-être des talents de la WWE. L'enquête sur l'abus de stéroïdes a également révélé que d'autres catcheurs avaient également reçu des stéroïdes. Après la tragédie, il a été suggéré qu'un traumatisme cérébral aurait pu influencer les actions de Benoit. Les tests effectués sur le cerveau de Benoit ont révélé de graves lésions ressemblant à celles d'un patient de 85 ans atteint de la maladie d'Alzheimer. La démence avancée, liée à des commotions cérébrales répétées, pourrait être à l'origine des graves problèmes de comportement de Benoit. Cela a tellement entaché sa réputation que la WWE ne le reconnaît même plus, et que sa réputation de catcheur génial n'est plus que le souvenir d'un tueur. Ensuite, le Grand Khali est considéré comme l'un des pires catcheurs de l'histoire. Mais ce n'est pas le seul problème qu'il a rencontré dans le catch professionnel. Khali était si grand que sa taille à elle seule pouvait vous faire douter que vous étiez dans la bonne catégorie de poids. Du haut de ses 2,16 m et de ses 160 kg, Khali n'était pas seulement un catcheur. C'était un gratte-ciel vivant et respirant, et il s'assurait que tout le monde le sache. Khali a réussi à se tailler une place unique au sein de la WWE. Premier Indien à se pavaner dans l'univers de la WWE, il n'était pas plus qu'un simple catcheur. Il était si grand que personne ne pouvait l'ignorer, même s'il essayait. Et soyons réalistes, qui oserait? Il a affronté des légendes de la WWE telles que l'Undertaker, Kane, Big Show, John Cena et Shawn Michaels, et s'est imposé comme une force colossale lors d'une bataille royale à 20, remportant le championnat du monde des poids lourds. Ce mec vivait littéralement un rêve. Mais le catch n'était pas la seule activité de Khali. Oh non, sa personnalité plus grande que nature s'étendait au grand écran. De Bollywood à Hollywood, la bouille de Khali était partout. Il est apparu dans The Longest Yard, 2005, Get Smart, 2008,
et MacGruber, 2010. Il a même participé à l'émission Pair of Kings sur Disney Channel. Khali a finalement pris sa retraite en novembre 2014 pour retourner en Inde et former les aspirants superstars de la WWE. Mais il est revenu à Battleground 2017, aidant le champion et son compatriote Jinder Mahal à s'échapper du match. Khali lui-même a été le pionnier de la prison Punjabi. Mais faisons un petit détour par un chapitre moins glamour. Bien sûr, les accidents arrivent dans le catch. Malheureusement, l'un d'entre eux a impliqué Khali, et un mouvement qui a conduit à une tragédie inattendue. En 2001, Brian Hong a connu une mort malheureuse après avoir reçu un flapjack de Khali. Avant le match, Hong avait déjà subi une commotion cérébrale, mais les entraîneurs lui ont donné une évaluation inférieure pour ne pas avoir évité les blessures et lui ont dit de continuer à s'entraîner. Pendant le match contre le géant, les choses ont pris une tournure sauvage et tragique. Malgré sa commotion cérébrale, Hong est monté sur le ring sans protection ni supervision. Hong est mort après avoir reçu un coup de flapjack de Khali. Khali ayant involontairement causé sa mort, la famille Dong a intenté un procès à All Pro Wrestling, les responsables du cirque d'entraînement. Après moins d'une journée de délibération, APW a été jugé irresponsable et la famille Hong s'en est tirée avec des dommages et intérêts de plus d'1,3 million de dollars. C'est un prix assez élevé, mais pour une vie, ce n'était probablement pas suffisant. Laquelle de cette affaire vous paraît la plus choquante? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires. Et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.